Bonjour, nous sommes à Rennes, au carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire dont l'édition 2021 vient de s'ouvrir. C'est quasiment le premier salon réel depuis cette année. Vous me suivez? On va vous faire voir ce qu'il y avait de nouveau à découvrir sur ce salon. Marc Lebert, bonjour. Nous sommes sur votre stand Nord Réducteur. Exactement. Et vous me disiez juste avant de venir que vous aviez une nouveauté à présenter sur le CFIA. Tout à fait. C'est cette bête-là. Exactement, c'est le Evo 80, donc un nouveau moteur réducteur avec le moteur intégré dans le réducteur, complètement en aluminium, avec différentes spécificités très appréciées, on va dire, dans le domaine agroalimentaire. Qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport au modèle précédent? Alors, ce n'est pas un modèle précédent, c'est vraiment une nouveauté pour nous. Donc on a des anciens modèles, on va dire, mais plus diffusés sur des anciens moteurs, sur des gammes anciennes. Là, on est vraiment sur des moteurs IE5+, avec nouveaux rendements, économie d'énergie, etc. Et là, vous avez vraiment un moteur intégré avec tout ce qu'il faut pour répondre aux normes IE5+. Le revêtement, en fait, c'est un revêtement aluminium qui est breveté, ce qu'on appelle, nous, le NSD-TUF. D'accord ? Et ce revêtement, en fait, est anti-corrosion. Donc, grâce à ce revêtement anti-corrosion, on remplace presque l'inox 316L. Jean-François Clavreul, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur le stand IFM. Vous êtes ici au salon CFIA. Alors, on est devant un démonstrateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'on peut voir ici et qu'est-ce qui est nouveau sur ce démonstrateur? Alors, effectivement, la volonté d'IFM depuis plus de 20 ans, ça a toujours été que l'on parle du capteur. Maintenant, on parle de capteur connecté, on parle de système de câblage connecté, on parle d'IoT. Donc, la philosophie globale, c'est maintenant de s'inscrire dans ce qu'on appelle l'usine 4.0, d'être capable de proposer une solution du capteur jusqu'au cloud. Donc, c'est la palette des solutions. Donc, ce que ça veut sous-entendre, c'est que notre métier historique, on n'oublie pas notre core business, on vient des capteurs, on vient de la maintenance. Donc l'idée pour nous, ça a toujours été de proposer des solutions qui sont faciles à mettre en œuvre. Donc ça, ce sont les gains CAPEX et des solutions qui sont aisées à maintenir pour proposer un certain nombre de gains OPEX, que l'on parle de performance, de qualité, de disponibilité des équipements qui vont permettre aux industriels de l'agroalimentaire d'être plus agiles, d'être plus flexibles et d'être performants dans le monde d'aujourd'hui qui correspond à ces thématiques du 4.0. Effectivement, dans le domaine de l'agroalimentaire, les marchés évoluent beaucoup. Rapidement, il faut être capable de s'adapter à la demande. Tout à fait. Alors, s'adapter à la demande, ça veut dire aussi s'adapter à un monde ouvert. Tout à fait. Sur ce démonstrateur, il y a des produits IFM, mais il y a des produits aussi complémentaires. Exactement. Puisque là, vous avez en fait le cœur de l'équipement. On part de différents types de capteurs. Des capteurs IFM, évidemment, mais on pourrait tout aussi intégrer des capteurs IO-Link du consortium IO-Link. Aujourd'hui, le consortium IO-Link, qui est un protocole de communication ouvert qui permet de faire fonctionner l'ensemble des capteurs et des actionneurs de façon numérique, regroupe près de 350 sociétés. C'est-à-dire que tous les acteurs de l'automation, de l'instrumentation, se sont mis d'accord il y a une petite dizaine d'années Sur un standard. Sur un standard. Alors évidemment, ce qui veut dire que cette interopérabilité que l'on a côté capteur et actionneur, on n'oublie pas nos... Bien sûr, c'est une chaîne complète. C'est une chaîne complète. Donc ça veut dire que sur ce démonstrateur, vous avez bien entendu des capteurs IFM, mais vous avez par exemple, ici on voit l'exemple d'une vanne. Donc une vanne, c'est à la fois des capteurs et des actionneurs. Donc là, il s'agit d'un partenaire. Donc ça prouve bien que sur ce démonstrateur, on peut connecter des capteurs et des actionneurs, toutes marques confondues. Dernière question, vous m'avez souligné tout à l'heure qu'on allait vers une convergence de l'OT et de l'IT, c'est une tendance forte. Est-ce qu'un acteur comme IFM aujourd'hui travaille sur l'aspect cybersécurité? C'est une très bonne question puisque effectivement au travers des solutions on va dire de plateformes IoT qu'on est capable de vous proposer dans cette convergence IT-OT, on voit justement la base de cet engagement de cybersécurité qui est de plus en plus présent. On le voit bien entendu, et dans l'agroalimentaire comme dans plein d'autres. Comme dans tous les secteurs de la vie économique. Donc concrètement, vous avez, si on revient sur ce bloc d'entrée-sortie, vous avez donc la voie process et vous avez
un port dédié, un port IoT qui va permettre justement d'avoir une vraie séparation physique entre d'une part le réseau process et le réseau usine. Donc de par cette construction, vous avez une impossibilité d'avoir une interdépendance entre le réseau process et le réseau usine. Et on en veut pour preuve que depuis que l'on a mis en place ce type de solution, un certain nombre de grands acteurs de l'industrie agroalimentaire ont déjà spécifié ces fonctionnalités dans leur cahier des charges projet. Didier Roncin, bonjour, vous faites partie de la société Schunk. Votre spécialité, c'est les préhenseurs. On est devant un bras robot qui est équipé d'un préhenseur particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce préhenseur? Alors ce préhenseur est novateur parce qu'on vient de le sortir en début d'année. On l'appelle Adeso. L'avantage, c'est que c'est un préhenseur qui fonctionne sans énergie. Donc pas besoin de vide, d'air comprimé, d'électrique, d'hydraulique. On va fonctionner, c'est le principe de Van der Waals. On a juste à toucher le produit et pour le lâcher, il suffit d'une simple rotation ou une inclinaison du préhenseur, donc du robot. Ça peut aller sur n'importe quel type de robot? On va être amené, oui, sur tout type de robots, tout type de soit des cobots comme ici présent, ou même des robots dits industriels, puisqu'on peut aller à des cadences très rapides. Et ce principe de préhension, ça s'adapte à quel type de surface? Alors, là, on va travailler essentiellement sur des produits en sachet, comme ici. On ne va pas être amené à manipuler de produits nus, parce qu'il faut quand même que le pad reste propre. De même qu'on ne peut pas travailler dans des environnements avec des salissures, comme de la fonderie, des pièces sales par exemple. Vous voyez ici, par exemple, je mets cette pièce-là. Voilà, donc là, juste au contact. D'accord. Et ensuite, là, il va venir juste le relâcher. Voilà. En dessous. Tac. Une pince pneumatique, il faut ouvrir, fermer, même si c'est quand même assez rapide, mais parfois, il faut aller très très vite. Donc là, l'avantage, c'est juste on touche et on relâche. On touche, on relâche. Et on peut effectivement avoir des poids de pièces jusqu'à à peu près 15-16 kg. Sébastien Verica, bonjour, vous êtes du stand KUKA et nous sommes aujourd'hui devant un robot dont la particularité est qu'il est installé non pas sur un socle fixe comme d'habitude, mais sur un chariot mobile. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, tout à fait. L'objectif avec ce projet, le projet Agiflex, est de proposer une cellule mobile avec un robot industriel classique pour pouvoir le déplacer d'un poste à l'autre et pour pouvoir proposer des installations toujours plus flexibles et adaptables. On voit que c'est une installation ouverte, donc ça allie à la fois le côté collaboratif et industriel. Il y a l'intérêt qu'ont les robots collaboratifs, donc au niveau de l'encombrement, de la flexibilité qu'ils offrent, mais aussi les avantages des robots industriels. On peut donc avoir des cadences plus intéressantes avec les robots, comme celui qui est équipé sur ce chariot. Alors, ce qu'on voit autour, ce sont des cellules qui vont finalement matérialiser une barrière de sécurité, parce que si on approche, le robot s'arrête. Mais expliquez-nous l'intérêt, je vois même il y a des cellules de chez SICK. Ça veut dire que vous êtes ouvert évidemment à des équipements industriels autres que KUKA. Comment ça fonctionne? Alors ici, on a une cellule SICK embarquée sur le robot qui est directement connectée en filaire avec le contrôleur qui est à l'intérieur du chariot. Et sur les postes, on peut imaginer, ici il y a 2 postes, mais on peut imaginer dans une usine mettre plusieurs postes à des endroits éloignés s'il le faut. Car en fait, les capteurs déportés sur les meubles sont connectés à un émetteur Wi-Fi qui communique avec le robot. Le robot connaît la position sur laquelle il est grâce aux capteurs de position qui sont équipés sur chaque côté du robot. Et selon l'endroit où il est, on peut imaginer des programmes robots qui réagissent totalement différents. On peut faire de la palettisation à un endroit, du pick and place à un autre, et les capteurs SICK s'adaptent. Donc à un endroit où le robot n'est pas, le capteur SICK peut être installé mais désactivé, donc un opérateur peut venir travailler sur le poste libéré. Ça veut dire aussi que je peux déplacer mon robot en fonction de ma production qui va évoluer sans avoir à reconstruire complètement l'installation sécurisant son environnement? Tout à fait. L'intérêt de ce qu'on a voulu proposer ici, c'est d'avoir une cellule clé en main avec toute une installation prête pour le robot qui est déjà fixée sur son chariot et qui suffit de déplacer d'un poste à l'autre. Ça facilite l'intégration nécessaire et l'aménagement nécessaire pour l'application à réaliser.
et il suffit de modifier le préhenseur pour pouvoir s'adapter à l'application qu'on souhaite réaliser. C'est le seul modèle de robot qui peut être installé chez KUKA sur un chariot mobile comme celui-ci? Non, on a les robots de la gamme collaborative qui sont prévus initialement pour ce type de chariot, et on a tous les autres petits robots sur ce chariot, un chariot de ce gabarit qu'on appelle les Agilus, qui peuvent être positionnés. Donc là, on a un modèle relativement avec une portée relativement importante, mais on peut avoir des robots plus petits de cette gamme qui sont la gamme des robots légers. Nous sommes sur le stand Bretagne USI Agro du Futur et vous faites partie, vous, de Bretagne Développement Innovation. En 2 mots, Bretagne Développement Innovation, c'est quoi? Donc Bretagne Développement Innovation, BDI, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de la région Bretagne. Donc on travaille pour la région Bretagne et ils nous ont missionnés sur l'usine Agro du Futur depuis maintenant 10 ans. Donc là, finalement, ce que l'on voit sur le stand, c'est un démonstrateur technologique faisant appel à différents fournisseurs bretons. Oui, exact. Là, c'est un projet collectif avec 22 équipementiers bretons et on est parti de problématiques des industriels agroalimentaires et on conçoit quelque chose qui n'est pas hors sol, qui est vraiment connecté aux problématiques des industriels. Qu'est-ce que fabrique cette ligne? Des salades composées et à base de tomates, lardons, œufs et salades. L'intérêt, j'imagine, s'il y a plusieurs industriels qui ont participé à la construction de cette ligne démonstrateur, c'est leur capacité à travailler ensemble, à être connectés, finalement, alors qu'ils ne se connaissent pas forcément. C'est clair, on a plus de 300 acteurs équipementiers sur le territoire. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est on part des problématiques et on essaye d'associer des gens qui ne se connaissent pas forcément et qui apprennent à travailler ensemble. Et on est sur un projet industriel. C'est comme si on allait le livrer chez un industriel. Là, on est sur un salon. Mais c'est exactement la même chose. Et après, derrière ce projet, finalement, ils apprennent à travailler ensemble et font des packages ensemble. On passe au 5e poste. J'en suis bien au 5e, c'est bien ça? 5e, transition numérique, hyper important. Vous avez cette ligne-là de 25 mètres de long. On connecte tout ça. Et comment on donne au directeur de production de l'hypervision, une vision sur l'ensemble des ordres de fabrication. Et ça, c'est via ce mur d'écran-là. Et dans cette transition numérique, on a traité aussi le jumeau numérique et la cybersécurité. Parce que tous les industriels se sont fait attaquer pendant la Covid. C'est devenu une première nécessité. Et ça va durer. Et voilà, et comment on peut sécuriser ces lignes-là tout en étant usine 4.0. Ok, on passe sur ce poste-là qui va donc être finalement le tableau de bord de l'installation et permettre de simuler virtuellement ce qui se passe en réel sur la ligne. Voilà, donc là sur le mur d'écran vous avez tous les indicateurs de la ligne de production. Sur cet écran-là vous avez le jumeau numérique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur 3 postes. En haute saison on veut doubler, comment on peut simuler ça et on le voit visuellement avec les cadences et avec les aménagements de postes qu'on peut faire. Bonjour, on est sur le stand de Codra au CFIA et vous avez une nouveauté à nous expliquer. C'est un tableau finalement de supervision dont c'est la spécialité Codra et c'est un véritable cas industriel que l'on peut voir ici. Bonjour, oui je suis spécialiste en informatique industrielle, donc pour Codra on est éditeur de logiciels de supervision et aujourd'hui on vous présente la Chocodra. On aime beaucoup le chocolat chez Codra. Nos clients peuvent avoir des cas d'usage comme celui-ci et aujourd'hui c'est un réel démonstrateur qui est fonctionnel. Alors quelle est la nouveauté de ce démonstrateur premièrement? 2 nouveautés essentiellement. Un, la montrer qu'on est capable de faire du design avec des réels synoptiques qui sont modernes. Et 2, ici de la mobilité. Parce qu'on a classiquement les opérateurs qui sont derrière des postes informatiques type clavier-souris et ça on connaît. Aujourd'hui, on a des nouveautés et c'est la mobilité et on est capable, ou des opérateurs sont capables de piloter leurs installations, donc contrôle et commande, avec des fonctionnalités qui sont liées aux devices de type mobile, tablette ici, mais aussi smartphone. Est-ce que ça nécessite un prérequis en termes d'équipement sur l'usine? Non, pas du tout. Le produit Panorama, il est ouvert et multi-constructeur. Donc que vous soyez avec un constructeur déjà, type Siemens, comme on peut voir à côté, ou Schneider, ou tout autre, Panorama est ouvert, donc multi-protocole et indépendant des constructeurs. Donc c'est ça la grande force, on est capable de centraliser et d'agréger des informations process. Jacques Dupanloup, bonjour. Vous êtes le responsable division robotique chez Stobli. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'il a de particulier ce robot en plus d'être beau? Alors chez nous, les robots sont toujours beaux.
Pourquoi? Puisqu'on travaille dès leur création avec un designer pour tous les modèles. Là, effectivement, on a reçu ce prix, c'est un prix international. Voilà, c'est un prix international sur le design des produits industriels. Et donc là, on est sur un modèle SCARA 4 axes qui existe en 4 tailles différentes et qui existe en version standard, mais également en version agroalimentaire qu'on appelle HE, Humid Environment, et qui est capable de travailler dans des ambiances critiques où on va être obligé notamment de nettoyer avec des produits assez agressifs le robot chaque jour. Voilà. C'est ce qu'on voit juste derrière vous avec ce modèle de plus grande taille. Voilà, ici on a le modèle 6 axes et au total dans la gamme on a 15 modèles, c'est une gamme qui est composée de 15 modèles HE pour répondre à toutes les demandes, du 4 axes au 6 axes et ce jusqu'à 150 kg de charge et 2,5 m de rayon d'action. Alors la capacité, vous m'avez dit, sa particularité plutôt, c'est d'être capable de travailler dans des environnements humides, dans des environnements agroalimentaires. Ça veut dire que le capotage et la conception résistent à un nettoyage profond et fréquent? Tout à fait, il résiste à un nettoyage avec des pH entre 2 et 12. Et puis également, on a travaillé les zones d'écoulement. Il ne faut pas qu'on ait de zones de rétention de bactéries. Donc tout est travaillé pour éviter aussi que les produits, des impuretés rentrent à l'intérieur du robot. Donc on peut le pressuriser. Et c'est le même concept sur les 4 ou les 6 axes. Loïc Vanlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique événement, c'est ce que j'ai vu sur votre carte de visite. Tout à fait. Et on est aujourd'hui sur un événement, le CFIA, et vous allez nous montrer l'intérêt d'un nouveau robot. Le nom de ce robot? C'est le nouveau CRX. Donc il existe en 2 versions. On a ici la version bras long. Donc tous les deux peuvent embarquer 10 kg. Et la différence se situe à la longueur du bras d'axe 2 à 3, qui est sur celui-ci est 200 mm plus longue que sur la version bras court. Alors Fanuc est un des acteurs majeurs dans le domaine de la robotique. Est-ce qu'il a une spécificité par rapport aux autres produits de la gamme Fanuc? Alors c'est un robot collaboratif, donc une nouvelle génération de robots collaboratifs. Fanuc faisait des collaboratifs depuis 2016, mais sur une technologie qui était, on prenait une mécanique qui était connue, industrielle, qu'on rendait collaboratif avec un certain nombre d'options. Et là c'est vraiment un nouveau design et une nouvelle définition mécanique d'un robot collaboratif pur. From scratch. Voilà, tout à fait. Alors, vous allez nous faire une démonstration, puisque ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que l'un des intérêts majeurs de ce robot, c'est que ça désacralise la robotique, c'est que ça permet à des primo-accédants à la robotique de faire un programme facilement. C'est ce que vous allez nous montrer. Tout à fait. La nouvelle interface de programmation qu'a fait Fanuc permet aujourd'hui de pouvoir... Je vais me mettre de ce côté-là. De pouvoir travailler et de programmer son robot à l'aide d'icônes, de blocs fonctions. Alors c'est vraiment cette interface-là qui est dédiée pour les nouveaux accédants à la robotique et nouveaux opérateurs qui forcément n'ont pas forcément les grandes connaissances. Mais on a toujours la possibilité de basculer nous dans le mode expert, ce qu'on appelle le mode expert, où là on va venir sur une visualisation plus classique. Donc là je vais vous sélectionner un petit... Là on va avoir effectivement l'interface plus classique, mais qui fait peur souvent, parce qu'on se retrouve, c'est la ligne de code et c'est les éléments. Et avec cette nouvelle interface qu'on a ici, vous allez vous retrouver avec un environnement avec des icônes et un environnement 3D qui va être chargé. Donc on va pouvoir charger l'intégralité de notre machine également dessus. Donc une visualisation de ce qu'on a dans le réel, sur la tablette, qui ouvre les choses. Et si on veut programmer, alors on a possibilité déjà de déplacer notre robot très facilement, manuellement, pour l'emmener pour faire nos apprentissages de trajectoire. Et c'est exactement comme ça qu'on va faire notre programmation, où là, je vais venir ici, et je vais prendre mes icônes et je vais les faire glisser, comme ça. Et je crée mon programme. Hop, j'emmène ici, je ramène un autre icône, je ramène là, et j'ai créé un autre. Là, je viens de créer 3 points déjà. Je vais valider ça, je suis là, run. Êtes-vous sûr? Et là, mon robot est parti et va répéter la trajectoire que je viens de faire. C'est aussi simple que ça. Collaboratif, je l'arrête. Loïc Vanlin, ce robot est sur le stand de Fanuc au CFIA, mais j'imagine qu'il est utilisable dans n'importe quel secteur d'activité. Tout à fait. Alors, cette mécanique, c'est une mécanique qui est utilisable aujourd'hui dans de la palettisation. On en a une démonstration derrière. En soudure, où on a des blocs fonctions dédiés à la soudure également, qui ont déjà été développés par Fanuc, qui vont permettre de faciliter l'apprentissage de la soudure arc, par exemple, pour un opérateur. Parce qu'en fait, sur la soudure, la plus compliquée, c'est souvent le geste.
Et là, avec ce robot, on est capable d'enregistrer en dynamique la trajectoire et de pouvoir la reproduire derrière. Ensuite, on va l'avoir sur des applications d'encollage, d'insertion de pièces. On va trouver différentes applications. On n'est pas application de monotage sur ce robot, tout à fait. Alors vous parlez à l'instant par exemple d'applications de soudure. Là en général on part d'une trajectoire qui est définie par la pièce elle-même, par les pièces à assembler. Comment ça se passe avec votre système pour récupérer la géométrie des pièces et le parcours du cordon de soudure? Alors on va avoir deux possibilités là. Soit on va le faire avec le robot et en fait on va avoir la pièce et notre opérateur va effectivement guider son robot et suivre précisément la pièce elle-même. Ou on a la possibilité toujours de passer par notre système de programmation hors ligne, le logiciel RoboGuide, où là on va pouvoir venir au calme dans un bureau, sélectionner les arêtes qu'on veut souder et générer automatiquement la trajectoire par rapport à ce qu'on veut faire. Voilà. Ça c'est le cas où la pièce n'a pas encore été rendue disponible par le prestataire de fabrication. Tout à fait. Ça peut être dans le cas où la pièce n'est pas disponible ou également où on fait de la petite série et on ne veut pas bloquer le robot pour faire de l'apprentissage. On peut faire l'apprentissage sur un poste dédié avant et venir après descendre la trajectoire dessus, soit par clé USB ou par Ethernet, transférer la trajectoire. Est-ce que ce dispositif de programmation finalement très simple, est-ce que ça va être généralisé sur les robots Fanuc? Alors c'est une bonne question et effectivement d'ici la fin de l'année on commence déjà là à avoir une montée de gamme, à monter dans la gamme robot. On commence par les petits robots mais d'ici la fin de l'année Fanuc annonce l'arrivée de cette interface sur tous les robots de la gamme. Ça veut dire une capacité à un technicien qui n'a aucune compétence en programmation robotique d'être quasiment du jour au lendemain, peut-être avec une formation de quelques heures, capable de faire un programme de robot. Alors, de faire effectivement un programme simple, effectivement on ne va pas pousser sur des choses très complexes, mais être capable de reprendre des points, de corriger une trajectoire ou d'adapter aussi son poste de travail en fonction de sa morphologie. C'est une des utilisations qui peut être faite de ce robot, c'est on prend l'opératrice ou l'opérateur et en fonction du matin ou de l'après-midi, on n'a pas forcément les mêmes morphologies, personnes grandes, petites, et on peut elle pourra auto-adapter son poste en prenant le robot et dire je l'emmène, hop, là je veux travailler ici, non je veux travailler là. C'est des choses qui sont réalisables.